Le monde date d'il y a 15 milliards d'années. Big Bang. C'est faux parce que l'année passée ils ont découvert que c'était un peu moins. 13 milliards,9. Ils ont affiné. Bon, 1 milliard de plus, 1 milliard de moins. 13 milliards,9, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas une fiction, parce que on le voit. C'est pas des calculs carbone 14 où on fait une carbone 14, on fait une extrapolation. On voit que l'isotope, la radioactivité du carbone 14 baisse dans 200 et combien d'années, 250, choses comme ça, baisse de la moitié. On appelle ça l'isotope. Donc on peut calculer le taux de carbone 14 qu'il y a dans les plantes, dans les ossements, etc. Et tu l'extrapoles. Moi, je sais que maintenant, à notre époque, l'isotope, il baisse de moitié en 265 ans, donc je peux extrapoler maintenant sur le passé. On dit, ok, t'as une extrapolation, mais qui me dit qu'il n'y a pas eu des phénomènes physiques qui ont fait que ça a changé? Donc ça, on pourra encore discuter. Par exemple, une chose qui est beaucoup plus solide au niveau scientifique, le Big Bang. Je vois maintenant dans le télescope, je vois des planètes qui sont éloignées de moi, sont arrivées environ jusqu'à 10 milliards d'années. Ça veut dire qu'elles sont éloignées de 10 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière qui les a quittées, pour arriver dans ma rétine, dans mon télescope, ça a pris 10 milliards d'années de voyage. La lumière voyage à 300 000 km à la seconde. Donc ça fait une paye, ça fait très très éloigné cette étoile. La lumière de la Lune, on voit la Lune, la lumière qui a quitté la Lune, ça a pris 1 seconde pour arriver dans notre rétine, dans nos yeux, parce que la Lune est éloignée de 300 000 km. La lumière du Soleil, ça prend 8 minutes. Si quelqu'un maintenant éteint le Soleil, tu as encore 8 minutes à te bronzer. Et dans 8 minutes, tac, ça s'éteint. Donc tu sauras que dans 8 minutes. Le Soleil qui est relativement proche. Les galaxies les plus rapprochées de nous sont déjà à des milliers d'années-lumière, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que pour arriver à la lumière d'une galaxie, autre que la nôtre, pour arriver à notre rétine, ça a pris déjà quelques milliers d'années. C'est-à-dire en parenthèse, une chose très intéressante, que maintenant, la galaxie la plus proche, là-bas, il y a un martien qu'on va appeler Rabbi le martien. Et Rabbi le martien regarde maintenant la planète Terre. Dans son télescope, il regarde un peu tout, tac, il voit notre galaxie, il regarde la Terre. Et il se trouve maintenant environ à 3200 années-lumière, 3215 années-lumière. C'est-à-dire qu'il est assez éloigné, mais relativement proche dans le cosmos. 3200 par rapport à 10 milliards ou 15 milliards, ça n'a absolument rien. Il voit maintenant la Terre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moshe Rabbeinu en train de sortir d'Égypte. La mer qui s'ouvre, il les voit maintenant actuellement, je vous parle, il est sur la planète là-bas qui est toute proche, il regarde la Terre, et il voit maintenant et Pharaon qui poursuit Moshe Rabbeinu. Il les voit au télescope. Et Ben Israël qui prie, et la mer qui s'ouvre. Il voit Mamad Har Sinai. C'est le plus proche, il voit David Amalek. C'est encore plus proche, il voit Maïmonide, Rabbi Akiva, etc. Il y a une réalité claire que le monde a au moins 10 milliards d'années. On ne peut pas dire c'est une erreur, à moins que la réalité n'est plus la réalité. Mais d'après notre réalité telle qu'on la voit, et quand même voir, c'est plus que croire, c'est plus que calculer au moyen d'isotopes, c'est plus que les couches terrestres, etc. Et la réalité, je joue mon télescope, je vois un monde qui est éloigné à 10 milliards d'années. Ça veut dire que le monde a au moins 10 milliards d'années. Kushia, objection. La Torah dit, Dieu créa le ciel et la terre, en 6 jours, il y a 5765 ans et 8 mois, et quelques poussières. Alors, les religieux ont toujours des bons tiroutines comme ça, ils ont des solutions comme ça, des petits lapins qui sortent du chapeau, des lapins rigolos. Premier tirout idiot, il y en a 3 en gros, qui circulent comme ça, des canulars, que les religieux racontent pour essayer de solutionner ce problème. Premier, ils vont dire, c'est marqué que Dieu a créé le monde il y a 5165 ans et les poussières.
en 6 jours. Or, durant ces jours, il n'y avait pas encore d'astres. Les astres ont été créés que le 4e jour. Donc, quand on dit maintenant 6 jours, ce n'est pas des jours, ce sont des ères. Des ères qui ont duré des milliards d'années. On appelle ça jour pour donner une limite. Mais quand c'est marqué le premier jour, Dieu dit qu'il y a la lumière soit et la lumière fut, ça durait combien de temps que la lumière se fasse 3 milliards d'années. Après, Dieu, il a créé le firmament. Allez, encore 3 milliards d'années. Bon, et là, on aurait donc une solution possible. Je dis, c'est de la blague, pardon ? Pour nous, 3 milliards d'années. Comment pour nous ? Pour qui 3 milliards d'années ? Oui, parce que quand Dieu, la Torah, elle est écrite, Dieu a créé le monde en 6 jours, tu comprends le mot jour égale ère. Chaque jour égale une ère. Pour les premiers jours avant les astres. Oui. À partir des astres, c'est les jours. Oui. Et encore, c'est encore plus fort parce que d'après le Talmud, les astres ont commencé à fonctionner que le vendredi. Dieu, le mercredi, les a plantés dans le ciel, mais ils n'ont pas bougé. Le système cosmique s'est mis en marche, en branle, lors de la création du premier homme, c'était le vendredi. Très précisément, une heure très très précise. Viyad, on appelle ça. Viyad. Viyad. Viyad, c'est Vav, 6e jour, Yad, 14e heure du jour. Tu prends le vendredi, ça commence la nuit, tu as 12 heures de la nuit, plus encore 2 heures du jour, 29 heures du matin, 8 heures du matin, là, le système cosmique a commencé à fonctionner. Donc c'est très précis. Avant, c'était planté, ça ne bougeait pas. Donc on peut dire qu'avant que ça bouge, il y avait une autre ère, et chaque fois que c'est marqué un jour, c'est pas un jour, c'est des milliards d'années. Moi je dis, c'est de la blague. C'est de la blague. C'est pas sérieux. Parce que le texte il dit, Vaï Erev, Vaï Boker, il fut soir, il fut matin, Yom Echad, un jour. C'est marqué un jour. Vous les religieux, quand ça vous arrange, vous allez gommer le mot au jour, vous mettez à la place le mot R. Ah, ça t'a arrangé. Demain on trouvera que c'était des jours, non, c'est pas des heures, le mot des jours. Pour que c'est marqué des jours. Tu t'arranges toujours. On ne peut pas interpréter la Torah comme on veut. Parce qu'à ce moment, je peux dire n'importe quoi de n'importe quoi. C'est marqué, tu ne tueras point. Je peux dire, il y a des fois dans la Torah qu'on doit lire en questionnement. Mais tu peux lire, tu ne tueras point, il y a des limites. Le type n'en peut plus, mitzvah de le tuer. Tu ne voudras point. Lisons maintenant, à nous les religieux, quand ça nous arrange, on peut dire ça peut, hein, on va changer R, jour, R. Tu ne tueras point, t'as la Jaguar, les clés dedans, les fenêtres ouvertes, il est sorti. Baltachrit, c'est interdit de ne pas voler dans ce cas-là. Baltachrit, on a interdiction de gâter une chose qui a de la valeur, on n'a pas le droit de passer à côté, d'accord? Tu as une mitzvah ici, de ne pas laisser le cadeau que Dieu t'a envoyé, merci Dieu, la Jaguar, les clés dedans. Ça fait tellement longtemps que je pris pour la Jaguar, ça, Dieu m'a fait un signe. C'est un lame de Horaïta de ne pas aller prendre la voiture. Tu ne voleras point. Là, c'est une mitzvah de voler. Ça prendra une bonne leçon pour ce type. Moi, je n'ai pas d'argent. Lui, il a une Jaguar, donc il a de l'argent. Donc Dieu est juste. D'accord? Donc, on peut commencer à, si on se permet de traduire les choses comme on veut, on arrive à n'importe quelle absurdité. Donc, la solution des religieux que le mot jour signifie heure, elle est refutée. C'est marqué des jours, donc ce sont des jours de 24 heures. Il fut soir, il fut matin. Preuve en est que dans le Kiddush, le vendredi soir, on dit Yom HaShishi, 6e jour, et Dieu a terminé l'action des cieux, etc., et le Shabbat est rentré. Vu que le 7e jour, Dieu s'est reposé, nous aussi on se repose. Si tu me dis maintenant que les jours de la création, c'était pas 6 jours, mais des ères de milliards d'années, on aurait un Shabbat tous les milliards d'années. Or, Baruch Hashem, on a un Shabbat tous les 6 jours. Ça prouve que les 6 jours de création sont des jours de 6 jours de 24 heures. Première solution refutée. Deuxième solution rigolote des rabbins, ils disent, il y a eu d'autres mondes avant. Il y a d'autres mondes. Ce monde n'est pas le premier monde. Donc ce que tu vois maintenant, le Big Bang, c'est d'autres mondes qu'il y a eu. On voit bien que premièrement, on voit que c'est bien d'autres mondes ici. Alors on va dire, eux disent ça pour Lucie, pour les dinosaures, il y a eu d'autres mondes qui ont été détruits, et là c'était refait, et c'est des vestiges du monde d'avant. Alors c'est vrai qu'ils ont un appui. Tikkun Zohar, Rabbi Shmuel a écrit le Zohar,
Et il a écrit aussi après 70 tikkunim, 70 commentaires des permutations du mot Bereshit. 70 façons de lire le mot Bereshit. Et une des permutations, c'est Beshe'erit. Bereshit, tu peux lire, tu permutes les lettres, ça fait Beshe'erit, avec un reste. Bara Elokim Tashamayim et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Avec un reste, dit Rabbi Shlomo Bar Yochai, sache, avant ce monde-là, il y a eu 26 autres mondes. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Donc, c'est quoi les autres mondes? Le milliard d'années, ça date, ce sont les mondes antécédents, avant notre monde. Fausse solution. Canular. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mondes spirituels. Après, il y a un avis, le Ramban, qui dit qu'il y a eu d'autres mondes matériels, mais la majorité des avis, en tout cas d'après la Kabbalah, c'est très clair, il s'agit de mondes spirituels. Dieu a créé des mondes qui sont des mondes qui sont bâtis sur le din, il a vu que ces mondes ne pouvaient pas tenir, alors pour finir, il a créé un monde où il y a aussi le Rachamim. D'accord? C'est notre monde à nous. Ce sont des mondes spirituels, pas des mondes matériels. Donc ni dinosaures, ni Lucie, ni vestiges, ni nonos, ni rien du tout. Troisième canular que racontent les religieux pour trouver une solution aux 15 milliards d'années, ils disent Dieu a créé le monde vieux. On voit bien que le premier homme a été créé adulte, à l'âge de 20 ans. Il n'y a pas une histoire que le premier homme a été créé bébé, on l'a donné à téter, il a grandi, c'est sa bar mitzvah, et un beau jour Dieu lui a parlé. Le premier homme a été créé le vendredi, adulte. Après on a sorti une femme, adulte. Même jour ils ont eu des enfants. C'était pas des bébés. Donc, comme Dieu peut créer un truc adulte, qui est tout jeune, qui date d'il y a 2 secondes, est-ce que c'est un problème pour Dieu de créer un monde qui a l'air d'avoir 15 milliards d'années, mais qui en a en fait que 5765 jours, 5 ans et des quelques mois et quelques jours? C'est la monde bête, c'est la Hein? C'est la monde bête, c'est la monde. C'est la plus bête. C'est la plus bête. Pourquoi la plus bête? Parce que ça veut dire que Dieu il a fait une blague terrible au monde. Dieu il se marre. Dieu il a créé un monde qui a l'air très 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 vieux. Et il veut que tout le monde, tous les scientifiques, tout le monde rentre dans le panneau. Et il est dans le ciel, il se vient. Il y a les articles de presse qui sortent sur le cosmos. On a maintenant Hubble est parti, le monde est 10 milliards d'années. Et Dieu se fout, se tord de rire dans le ciel en disant ah, la bonne blague que j'ai faite. Le monde n'a que 5750 des jours. Et puis regardez comme j'ai bien fait une blague que dans les télescopes on voit. Il y avait un grand chacham juif, pas religieux, mais profondément croyant, qui s'appelait Einstein. Il a dit Dieu ne joue pas au dé avec le monde. Il n'y a pas de blague. C'est sérieux, c'est sérieux. De plus, on devrait dire que quoi? Que si le monde est, comme dit la Torah, n'a que 5765 ans, et il a l'air d'avoir 15 milliards d'années, donc Dieu, pour que le panneau soit bien fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des faux dinosaures, des faux nonos, os de dinosaures, qui n'ont jamais existé. Il n'y a eu ni dinosaures ni rien. Il a créé des faux os de dinosaures, des faux os faut dire, de Lucie, des faux hommes de Néandertal qui n'ont jamais existé pour que le panneau soit bien, que tout le monde rentre dans le panneau bien comme il faut. Regardez, il est impossible que le monde date d'il y a 5765 ans et des poussières, vu que je trouve maintenant, hop, Lucie, 300 millions d'années. Et Dieu, dans le ciel, il se tord de rire parce que c'est une blague. Lucie n'a jamais existé. Il a mis exprès les os de Lucie. Et Ashgara, il a fait qu'ils ont découvert ça. Et hop, ils ont découvert Lucie. Et Dieu, là-bas, au Hachem, ils sont tous dans le... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Oui, sérieux. Que Dieu a fait une grosse blague. Pas une blague, mais simplement pour renforcer le Yetzirah et faire croire justement à le mensonge. On dit souvent que Dieu, il dit, vous dites vous-même que Dieu, si le mensonge il avait l'air faux et que la vérité elle avait l'air vraie, personne n'irait dans le mensonge. Et ça fait que renforcer justement le mensonge. Ouais, mais c'est trop gros. Il y a des choses bien plus grosses. Que les hommes ont inventé. Les hommes ont inventé. Il y a une force de mensonge et l'homme peut aller dedans. Mais Dieu ne va pas te faire maintenant te tromper en te disant il y a déjà un grand mensonge, c'est que le monde on a l'impression que le monde il a 15 milliards d'années. On a un problème, 15 milliards d'années, la Torah dit 5700, c'est quand même un rapport de 1 sur beaucoup. Hein. Donc on a déjà un gros problème. Dire que Dieu maintenant, il a fait le piège encore plus gros, qu'il a mis des faux, c'est Dieu serait un menteur, il a mis des faux os de dinosaures pour que les gens se trompent. Dieu est un menteur. Ça ne tient pas la route. La solution, à mon humble avis,
c'est pas mon humble avis, c'est l'avis aussi de grands scientifiques religieux, mais c'est une chose que n'importe quel scientifique aujourd'hui ne peut pas ne pas accepter, parce que c'est de la science pure. C'est la relativité. Il existe les lois de relativité, c'est la relativité mécanique, c'est quoi? C'est le fait que lorsque vous prenez l'ascenseur, vous êtes en train de monter dans l'ascenseur avec quelqu'un, mais vous parlez comme si les deux vous êtes immobiles, alors que vous êtes les deux en mouvement. Par exemple, nous maintenant, la Terre est en train de tourner à une vitesse de quelque, je sais pas, 2200 km à l'heure. On n'a pas l'impression, parce qu'on est tous ensemble, donc relativement à nous-mêmes ici, on est immobile. L'exemple que je prends toujours, c'est le suivant. L'autre jour, j'ai pris l'avion, et l'hôtesse m'a servi un verre de thé dans l'avion. À quelle vitesse? Donc j'étais avec mon verre de thé, vide, elle verse maintenant, depuis le pot de thé, dans mon verre. À quelle vitesse est-ce qu'elle me verse le thé dans le verre? Environ à 1 km à l'heure. Peut-être si elle est rapide, à 2 km à l'heure. Mais si elle fait plus vite que 2 km à l'heure, le thé va gicler dans ma figure. Et moi, je suis un bon client de El Al, donc je vais faire une plainte à El Al. C'est quoi vos hôtesses qui me giclent du thé brûlant sur la figure? Figurez-vous que je passais justement au-dessus de la Grèce, et là-bas, il y avait un berger grec qui regardait justement l'avion d'El Al. Et qu'est-ce qu'il voit, le berger grec? Il a des jumelles. Il voit monter à moi, mon verre de thé, passer à 900 km à l'heure. Une question se pose. À quelle vitesse le thé a-t-il été versé dans le verre? À 2 km à l'heure ou à 900 km à l'heure? Réponse, les deux sont vrais. Tout dépend du référentiel. Pour le berger, c'était à 900 km à l'heure. Pour moi et l'hôtesse, dans notre référentiel qui est l'avion, c'était 2 km à l'heure. C'est une chose très très simple. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est très longtemps que la science connaît. On appelle ça la relativité mécanique, au niveau des mouvements mécaniques. Vient Einstein en 1907 et découvre la relativité générale. Et il dit comme ça. Il dit une chose que j'ai découvert dernièrement, écrite dans le Ramban Nachmanide, dans les premiers chapitres de Bereshit, quand il parle de la création du monde. Il dit une chose phénoménale. C'est phénoménal. J'ai pas le temps dans les séminaires d'en parler, c'est phénoménal, parce qu'il dit qu'au début du monde, Dieu a créé une matière extrêmement fine, un petit point de matière, qu'on appelle ça Ayuli. Et cette matière, le monde entier a été créé, il y a eu un éclatement de la matière. Plus clairement, j'ai une lettre de Mahachoua Berhan Vital qui a écrit ça il y a 500 ans. Il y a un petit point qui est sorti de l'infini. Ce petit point-là, tout le monde, il a éclaté, il y a eu le vide, il était à l'intérieur du vide, et il a éclaté, il a rempli tout le vide. Il dit comme quand tu jettes une pierre dans l'eau, ça fait des ondes comme ça, tout cela est parti comme ça, la lumière. C'est ce que dit aujourd'hui le Big Bang. Au début, tu avais une petite boule pas de matière, eux ils disent. Comme nous on dit, c'est une matière très fine, on dit Ayuli, c'est pas de la matière, dit le Ramban. C'est pas de la matière, c'est avant la matière, on appelle ça du magma. Parce qu'ils avaient réuni dans alors, quand j'étais jeune, on disait une boule de ping-pong. Aujourd'hui, ils ont réussi à calculer jusqu'à 1 puissance moins 46 secondes. Donc, tu fais 0,0, tu mets 46 zéros et 1 de 1 seconde. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? À ce moment-là, toute la matière de l'univers est réunie dans un petit grain beaucoup plus petit qu'un millimètre. Toute la matière est là. À une température de 10 milliards de degrés. 10 puissance 19 degrés Celsius. Une température énorme. Jusqu'à aujourd'hui, le résidu de température du Big Bang. Il y a deux scientifiques anglais, je me souviens bien. Un s'appelle Wilson, l'autre j'ai oublié son nom, qui ont reçu le prix Nobel. Ils ont découvert l'onde de choc du Big Bang, le résidu de température du Big Bang dans l'univers. On sait que le zéro absolu, c'est moins 273 et des poussières. Or, dans l'univers, aux endroits où il n'y a aucune source de chaleur, on n'arrive jamais à moins 273. Au zéro absolu, on arrive environ 3 degrés au-dessus. Comment ça se fait? C'est le résidu de température du Big Bang. C'est comme si maintenant tu as un radiateur, tu laisses allumer, tu l'éteins. Il reste encore chaud à un certain moment dans la chambre. Ici, on a un radiateur tellement puissant, il y a 15 milliards d'années, il était tellement chaud que même quand on l'a éteint, il y a encore un peu de chaleur dans l'univers de ce radiateur.
parle très peu de chaleur, on parle à moins de 70 degrés, d'accord? C'est très froid. Mais là encore, c'est encore un peu plus froid que le froid absolu, le plus froid qu'il puisse y avoir. Donc, le Ramban dit qu'à la base, il y a une petite boule duquel sort tout le monde entier. Et chose stupéfiante, c'est ce qu'a découvert Einstein en 1907, il dit que le temps a commencé à ce moment-là. Parce qu'il ne peut pas y avoir de temps avant qu'il y ait matière. Ce qu'Einstein a appelé l'espace-temps. Einstein a découvert que le temps aussi est relatif par rapport à la matière. Le temps que nous croyons être une chose qui est linéaire. Nous croyons que le temps est une chose qui ne change jamais. Chaque minute reste comme une minute d'après. C'est vrai, moi je viens de Suisse. En Suisse, l'économie suisse est basée sur la linéarité du temps, parce que si le temps il commençait à zigzaguer, ben, les montres ne seraient plus à l'heure et la Suisse ferait faillite. Donc, Baruch Hashem, le temps est toujours le même partout comme il faut. Einstein dit oui, mais ça dépend comment. Dans quel contexte de matière le temps est influé par la matière. Si tu veux maintenant te déplacer très rapidement dans la matière, tu vas influer sur le temps. Il y aura une dilatation, une contraction du temps. Si tu vas être proche d'un centre de gravité très fort, alors ça va influer sur la matière. Je ne sais pas trop où toucher la caméra, excuse-moi. Ça risque d'influer sur la matière. Que la matière, le fait que tu es près d'une grande source de masse, d'un champ de gravitation extrêmement fort, ça va influer sur le temps. Que le temps va commencer à se dilater, va être beaucoup plus lent. Vous avez quelques exemples tout de suite. Quoi qu'il en soit, cette découverte que le temps est lié à la matière a été découverte par Einstein en 1907. Nous, on l'a dans nos écrits du Ramban. Déjà, ça a été écrit il y a 800 ans en Espagne. D'accord? Par le Ramban. Et la source, c'est la mystique juive. C'est ce que disent aujourd'hui les grands scientifiques sur les émissions sur le Big Bang. On lui demande, et avant le Big Bang? Ils répondent, il n'y a pas avant. Parce que pour dire avant, il faut dire qu'il y a du temps. Or, le temps commence qu'avec le Big Bang. Donc, c'est une question qui n'est pas une question. Donc, c'est très dur pour nous de comprendre c'est quoi qu'il n'y a pas de temps. Parce que chez nous, on est habitué au temps. On ne peut pas s'imaginer qu'on est hors du temps. Mais pour un scientifique calé, il peut comprendre que le temps est lié à la matière. S'il y a matière, il y a temps. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Donc, le temps commence avec Big Bang. Avant, il n'y a pas de mot avant. Parce qu'il n'y a même pas la notion de temps qui existe. Cela est marqué très clairement dans nos écrits à 800 ans. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On doit commencer la prière. Alors, ça sera le premier épisode. Et on continuera la prochaine fois. Une série de cours. Peut-être que j'aurai ma doc de la maison sur le Néandertal. Des choses passionnantes. Alors, approche un cours. Ok, donc la dernière fois, on a commencé à parler des problèmes du temps. Comment se fait-il que la Torah dit que le monde a 5765 ans et des poussières, alors qu'il est clair qu'il a 13 milliards,9 années, environ 15 milliards on va dire. Alors on avait dit les fausses explications des rabbins, qui étaient au nombre de 3, que je sache, peut-être qu'il y en a plus que je ne connais pas. Les jours, ce ne sont pas des jours, ce sont des ères. On a refuté ça, on ne peut pas se moquer de la Torah. La Torah a bien dit des jours. Puis soir et puis matin, un jour. Deuxième tiroute, deuxième solution, bidon, il y a eu des mondes avant. La Torah vous dit oui, mais ce sont des mondes spirituels. Troisième réponse bidon, Dieu, c'est un blagueur, il a créé un monde tout jeune qui a l'air très vieux, et pour que le piège soit bien fait, il a mis des faux dinosaures sous terre et des faux d'ici, forme de Néandertal. Voilà. La solution, à mon avis, la bonne solution, on la doit à Albert Einstein. J'ai commencé hier à expliquer la relativité. Qu'il y avait deux sortes de relativité. La relativité générale, qui date d'il y a quelques siècles déjà, et la relativité mécanique, qui date d'il y a quelques siècles, et la relativité générale. Qu'est-ce que la relativité générale? J'étais en train d'expliquer cela. Que tout le monde est d'accord au niveau de la relativité mécanique. Lorsque j'ai un point qui se déplace dans l'espace, on va dire mon ver de thé dans l'avion, à quelle vitesse est-ce qu'il vole? Pour le berger qui est sur Terre, il vole à 900 km à l'heure. Pour moi et l'hôtesse, elle me verse à une vitesse de 2 km à l'heure le thé dans le verre. Donc on peut avoir deux références de temps
qui vont changer en fonction du référentiel, pour le même déplacement, pour la même vitesse en fait. Tout dépend du référentiel. Ça, c'est une chose qui est très claire. Ce que découvre Einstein, c'était qu'une théorie à l'époque. Il va dire ce qui est valable au niveau de la relativité mécanique, au niveau des déplacements dans la mécanique, c'est-à-dire dans l'espace, est valable aussi au niveau du temps. Le temps est une chose qui est relative. Relative à quoi? Relative à la matière. Si tu changes les conditions de matière, tu vas changer le temps. C'est quoi les conditions de matière? En gros, la vitesse de déplacement dans l'espace. Lorsque tu déplaces très rapidement dans l'espace, alors la matière bouge, tu bouges, tu es en train de bouger dans la matière. Le fait de bouger dans la matière va influer sur le temps. Ou bien aussi, si tu te trouves près d'un champ de gravitation très grand, dans un champ de gravitation très très grand, là aussi ça va influer sur le temps. La matière va influer sur le temps. Si tu changes la matière, ça change le temps. Ça, c'est la théorie que va dire Einstein. Un de ses élèves, si je me souviens bien, s'appelait Longumin, va illustrer cela par l'exemple suivant. Il dit, imaginons que nous avons deux frères jumeaux. Les deux ont eu aujourd'hui 20 ans, Mazal Tov, et on leur a offert pour leur anniversaire une montre Rolex. C'est les montres suisses. Je rappelle que je viens de Suisse. C'est des montres de très grande valeur, très très précises. Et les deux sont très contents de recevoir leur montre Rolex. Et le frère aîné, parce que dans les jumeaux il y a aussi un frère aîné, il reçoit en plus, en supplément, l'aîné reçoit un peu plus, d'après la Torah, il reçoit en supplément un voyage dans l'espace en navette spatiale. Columbia, mais Columbia mieux, une navette spatiale qui vole dans l'espace à une vitesse extrêmement rapide, on va dire la moitié de la lumière, 150 000 km par seconde. Une vitesse extrêmement grande qu'aucun vaisseau spatial ne peut atteindre aujourd'hui, loin de cela. Et il a droit à un voyage dans l'espace de 24 heures. Il est tout content, il monte dans sa navette spatiale et il part dans l'espace. Il fait un voyage de 24 heures. 24 heures, qu'est-ce qu'il fait? C'est un bon juif, il fait Shachrit, il fait Mincha, il fait Arvit. Après, il fait Birkat Amazon. Donc, il reste pas beaucoup de temps, il regarde un peu les planètes, Vénus, la galaxie NGC, je ne sais pas quoi, d'accord? Hop, 24 heures, il dort un peu. 24 heures, il revient sur Terre. Quel âge a-t-il en venant sur Terre? Quel âge il a? 20 ans et un jour. 20 ans et un jour, bravo. C'est assez simple, d'accord? 24 heures pile, il a 20 ans et un jour. Ça veut dire qu'il a vieilli d'un jour. Ces cellules vivantes sont reproduites pendant un jour. On peut maintenant l'amener au laboratoire de biologie, on peut calculer maintenant, on verra qu'entre hier et aujourd'hui, il y a eu un développement de ces cellules de 24 heures. Longumin, Einstein prétendent, c'est vrai, mais en attendant sur Terre, sont passés 1000 ans. Son frère jumeau est déjà mort, enterré poussière, et la montre Rolex qui était garantie anti-rouille, rouillée, elle n'est pas garantie pour 1000 ans. Comment ça se fait? Un à 20 ans et un jour, l'autre il y a 1000 ans qui sont passés, c'est pas clair. Le temps devrait être le même partout. Einstein répond non, le temps n'est pas la même chose partout. Le temps est influé par la matière. Or, vu qu'il a fait un voyage dans l'espace d'une vitesse très très grande, ça provoque une influence sur le temps, une dilatation du temps. Lui, il vit 24 heures. Mais ces 24 heures sont 24 heures pour lui. Pour son frère, il dit, dis donc, franchement c'est pas sympa. Il m'a dit 24 heures, ça fait déjà 2 jours, 3 jours, 6 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Déjà un vieux pépé, le vrai jumeau, il est parti pour 24 heures, toujours pas revenu. Il y a ici 2 référentiels. Le référentiel Terre, où sur la Terre tu te balades, tu te tournes à la vitesse à laquelle tourne la Terre, c'est pas grand chose. Et l'autre frère qui est dans la navette spatiale qui va très très vite. Il faut savoir juste en parenthèse que lorsqu'on vole très rapidement dans l'espace à une vitesse qui est voisine, moitié, le tiers ou 2 tiers de la vitesse de la lumière, ça influe même sur la matière. Je prends ce crayon. Ça, j'ai lu dans un bouquin écrit par Einstein et Infeld. C'est un bouquin qui est écrit en 1936, ça s'appelle Évolution des idées en physique. L'évolution des idées en physique. D'accord? Écrit par Einstein lui-même, traduit en français dans l'édition poche, n'importe quoi, on peut l'avoir à la FNAC. Passionnant. Il dit un crayon qui est maintenant dans une navette spatiale qui voyage à une vitesse voisine de celle de la lumière. Ce crayon, bien qu'il est dans la cabine, donc il n'a aucun frottement avec l'air de l'extérieur,
ce crayon, il diminue de moitié. Même la matière, elle change. Des choses que nous ne comprenons pas. Et ça, c'est Einstein qui le dit théoriquement. Personne ne peut le prouver, d'accord? C'est dans la tête, dans les chiffres. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a pu prouver le contraire. Au contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une théorie, on l'a expérimentée. Pas celle-là, celle du temps. Les scientifiques ont fait cette expérience à Washington, comme ça j'ai lu dans les bouquins. Lors d'une de mes conférences, quelqu'un s'est levé, un physicien dans la salle, et m'a dit que lui-même a participé à la même conférence, à la même expérience à Toulouse. Ils ont fait la même expérience. Qu'ont fait les physiciens? Ils ont pris 3 horloges au césium. Ce sont des horloges atomiques au césium, précises au nanoseconde. Nanoseconde, c'est milliardième de seconde. Et on laisse les horloges ensemble, d'abord pour voir qu'il n'y ait pas de dérive, parce que dans une précision pareille d'une milliardième de seconde, donc c'est très facile d'avoir un dérèglement, une dérive. Donc on regarde d'abord qu'il n'y ait aucune dérive, que vraiment elle fonctionne pile poil à la synchronisée comme il faut. Après quoi, ils ont laissé une des horloges à Washington, et les 2 horloges ont fait le tour du monde en avion. C'est à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, en DC-8 à Hélice, des petits avions comme ça, à une vitesse de combien? 600-700 km à l'heure, c'est pas grand chose. Ils ont fait le tour du monde en avion. Une a été par l'Est, donc si on va par l'Est, alors on va avec le sens de rotation de la Terre, et une a été par l'Ouest, contraire au sens de rotation de la Terre. Donc au niveau des vitesses, dans l'absolu, tu as des vitesses qui sont différentes. Là, l'avion il vole à 700 km à l'heure, c'est vrai, mais il revient plus vite à son point de départ, alors que l'autre, ça lui prend plus de temps d'arriver. Et on ramène les horloges à Washington, et on voit aux stupéfactions qu'entre les horloges, il y a plusieurs centaines de nanosecondes de différence. Quelques centaines de nanosecondes, pour nous, c'est rien. Quelques centaines de milliards de secondes, c'est moins que ça, beaucoup moins que ça. Un coup de vent, ça peut le faire sur un avion. Qu'est-ce qui fait le coup de vent sur l'avion? Il y a du vent et ça ralentit l'avion de 1 nanoseconde. Ça ralentit l'avion, mais l'heure reste la même heure. L'avion il monte, il descend, il va au Honolulu, il repart, il n'a pas fait le tour d'un coup. Il s'est amusé, il est allé à l'hôtel, le pilote il a fait ce qu'il voulait. Mais le temps est resté le même temps. Pourquoi maintenant, quand je fais un déplacement dans l'espace, ma montre, il n'y a pas la montre au poignet, il y a la montre dans son avion, ça monte, mais une autre heure. L'heure, c'est la même partout dans le monde. On aurait cru avant cela. Ce qui était théorie est devenu réalité physique. Aujourd'hui, n'importe quel physicien qui s'occupe de ces notions de temps, il le sait. C'est très clair. En moins, il y avait l'autre. Hein? En moins, il y avait quelques nanosecondes en plus et en moins. Ça dépend desquelles montres. En plus et en moins. Quelques centaines de nanosecondes. Donc, ce qui était théorie, vous maintenant réalité. Que lorsque tu fais un déplacement dans la matière, tu changes la matière un peu, ça change déjà le temps. Tu vas changer beaucoup, ça va changer beaucoup. J'ai un copain qui est physicien, Moshe Buff, un Baltouva, il habite à Aix-les-Bains, il travaille dans les appareils de mesure dans la centrale nucléaire. Il m'a dit que on sait que dans l'espace, il y a des trous noirs. Partout où tu regardes dans l'espace, tu vois de la lumière. On a découvert jusqu'à aujourd'hui 5 endroits dans l'espace où c'est tout noir. On ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Pourquoi c'est tout noir? La théorie actuelle depuis au moins 20-30 ans est la suivante, c'est que dans ces endroits-là, il y a une planète tellement grosse qu'elle attire vers elle extrêmement fort. Même les particules les plus légères de l'univers, qui sont les photons, les particules de lumière, sont happées par cette planète. Il y a 4 lois de base de la nature. La première, gravitation universelle. Deuxième, c'est la force électromagnétique. Troisième, la force radioactive faible. Et la quatrième, force radioactive forte. Une, si je me souviens bien, qui tient la force qui tient le noyau de l'atome ensemble, et l'autre qui fait que, je crois, les électrons ne partent pas dans l'atome. Si je me souviens bien, il y a une qui est la faible, une qui est la forte, qui font que l'atome reste ensemble. La première, qu'on appelle en tout cas aujourd'hui la première base de la nature, loi de base de la nature, gravitation universelle. Ça veut dire quoi? Vous pouvez ouvrir un peu parce que je suis un peu chaud, merci. La première loi de la nature, gravitation universelle. C'est quoi gravitation universelle? Je lâche le crayon, il tombe. Pourquoi? Alors les fausses solutions que les gens disent, il y a un aimant dans la Terre,
il est attiré par le noyau de la Terre, qu'est-ce que j'en sais, la force centrifuge, centripète, toutes sortes d'idioties terribles. La vraie raison, c'est que, chez Newton, une masse, elle attire. Plus une masse est grosse, plus elle attire. La Terre, c'est une masse quand même assez grosse, la planète Terre, elle attire vers elle. Le crayon n'a pas beaucoup de masse, il attire moins. Donc les deux s'attirent quelque part, d'accord. Le crayon il attire la Terre vers elle, mais le crayon il pèse pas lourd par rapport à la Terre. Donc la Terre attire beaucoup plus le crayon que ce que le crayon attire la Terre. Et quand tu lâches le crayon au bord de la mer à altitude 0, tu peux même calculer à quelle vitesse, 9,81 à la seconde. 9,81 mètres à la seconde. D'accord? Ça c'est Newton. Tu prends un crayon, on va dire autrement, tu prends cette table, tu vas sur la Lune. Sur la Lune, c'est une étoile qui est beaucoup plus petite, elle est 6 fois moins forte, donc elle va attirer beaucoup moins fort, il y aura moins de gravitation. Sauf que sur la Lune, tu prends avec le petit doigt, tac, tu peux soulever la table. Je dis toujours aux femmes qui sont un peu fortes, allez vous peser sur la Lune, vous pèserez 6 fois moins. D'accord, très content. Combien vous pesez? 26 kilos. 150 kilos ici, d'accord. 26 kilos. D'accord, c'est gentil. Sur la Lune. Prenez ce crayon, allez sur Jupiter. Il pèse 1 tonne. Jupiter, qui est une planète beaucoup plus grosse que la Terre, donc attire beaucoup plus fort. Ce crayon, il faut un tracteur, un grue pour soulever, parce que ça attire très très fort. Plus tu as une masse qui est importante, plus elle attire vers elle très fort. On pense, personne n'allait vérifier là-bas, mais on pense que dans ces trous noirs, il y a des planètes, des soleils tellement gros, que sur un rayon de quelques milliers d'années-lumière, ils attirent vers elles toutes les planètes, toutes les poussières, tout ce qui se passe. Donc c'est un soleil incandescent, mais il est tellement gros, tellement énorme, qu'il empêche même la lumière de sortir. La lumière qui veut sortir, on appelle ça une force de libération. Il y a une limite de libération où la force de gravitation, elle ne peut plus retenir la force de la lumière qui veut sortir. La force de gravitation, elle est plus forte que le seuil de libération, et la lumière qui veut sortir, elle est happée en retour par le champ de gravitation. Donc toute la lumière qui se trouve dans quelques milliers de kilomètres d'années-lumière autour, elle est happée par ce trou noir, et quand tu regardes le télescope, tu n'as aucune lumière qui arrive, donc tu vois tout noir. Et il m'a dit, mon cher ami Moshe Buff, que les théoriciens disent que sur ces planètes-là, le temps s'arrête. Ne me demande pas ce que ça veut dire, il m'a dit, mais le temps s'arrête. C'est aussi une notion d'Einstein que non seulement la vitesse, la rapidité, si tu vas très rapidement dans l'espace, ça provoque une dilatation du temps, mais aussi à ton approche d'un champ de gravitation qui est extrêmement gros, comme dans ces trous noirs, la gravitation est tellement grosse, la matière est tellement différente que ce que nous sommes habitués ici, ça provoque une dilatation du temps qui arrive même à un arrêt du temps. Alors comment on vit dans un arrêt du temps? Je sais pas. On vit, mais le temps ne passe pas, ça veut dire quoi? C'est assez... Bon, c'est une chose qu'on ne peut pas concevoir. Mais il faut qu'il y ait du temps. Toi, tu as un déroulement dans le temps. Bon, c'est très dur pour nous, vivant dans le temps, de penser au non-temps. Ça rejoint un peu, parce que là on répond à beaucoup de questions au niveau quand on parle de Dieu, d'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler à des outils qui sont dans le fini, on ne peut pas parler de l'infini. C'est impossible, impossible. On peut parler au niveau, comme je suis en train de parler, théorique, ouais. Mais comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce que toi tu vis dans le temps. Comment tu peux comprendre une chose qui est hors du temps? Non, mais théoriquement, si on va vivre sur une planète où la densité est plus grosse, alors on vivra plus longtemps. On verra plus longtemps. Qu'est-ce que tu entends par densité? Est-ce qu'on vivra plus longtemps? D'abord, tu vivras absolument pas plus longtemps. Alors que toi, maintenant, tu verras le même temps que tu vas vivre, comme le frère jumeau qui est parti dans la navette spatiale. Lui, il a vécu un jour. Ok. Il va mourir, ici il doit mourir à 120 ans. Il mourra à 120 ans, pas 1 millimètre de plus. Dans un trou noir, on devient éternel. Dans un trou noir, oui, mais tu ne deviens pas. Il n'y a pas de devenir. Non, si on avait des conditions possibles, avec l'oxygène, avec tout ce qu'il fallait. Non, je parle pas de ça. Mais tu es hors du temps. Oui, tu es hors du éternel, on ne meurt pas, on ne va pas mourir. Oui, mais tu n'as pas le temps. Aujourd'hui, tu as un avant, tu as un présent, tu as un futur. Maintenant, s'il n'y a plus cela, qu'est-ce qu'il y a? Tu vis? Ça ne m'empêche pas de respirer, ça ne m'empêche pas de... Si, respirer, ça commence et ça finit. Hors du temps, ça veut dire quoi? Hors du temps, il n'y a pas le temps. S'il y a une respiration, il y a un début de respiration, il y a une fin de respiration. Fin, début, ça veut dire qu'il y a un temps. Là, il n'y a ni fin, ni début.
tout au même moment. Ça veut dire que je peux pas respirer. Tu peux respirer, mais t'es hors du temps. Qu'est-ce que je te dis? Tu respires. Tu dois pas respirer. Non, c'est pas ça. Pas tout est à la fois. Ta naissance, ta mort, ta respiration, ton mariage, ta barbe, tout est à la fois. C'est ça, hors du temps. Hors du temps. Tu vis tout à la fois. Ok? Ça, c'est Dieu. C'est pas Dieu. Dieu est hors du temps. Donc, il voit tout à la fois. Ok. Ce sont des choses profondes. Ok? Maintenant, donc, on a appris une chose. Que ce qui est valable au niveau du verre de thé qui se déplace, que deux référentiels différents peuvent donner une vitesse différente, est valable aussi au niveau du temps. Deux référentiels, le frère jumeau qui est dans la navette ou le frère jumeau qui reste sur Terre, ils auront une autre perception du temps. Pour le même temps, un dira c'est 24 heures, l'autre dira c'est 1000 ans. Dès lors, il n'y a plus aucun problème au niveau de la création. Parce que imaginons que nous sommes maintenant une équipe de scientifiques et on a une machine hypothétique qui nous permet de remonter dans le temps, et on a envoyé par l'équipe scientifique du journal Science et Vie, l'humanité, je sais pas, donnez-moi un nom de journal, New York Times, on a envoyé par New York Times pour aller faire un scoop réel du Big Bang. Alors on a installé une estrade ici sur l'épaule du bon Dieu, ils sont imagés bien sûr, et on est avec nos planches à écrire, nos chronomètres, et on regarde. Voilà. Alors je dis hier qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait un avant Big Bang. Mais admettons, ok, il n'y a rien. Tout à coup, ça commence. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on a le petit millimètre, beaucoup moins, de magma dans lequel se trouve insérée toute la matière future du monde. Une température de 10 000 milliards, 10 milliards de degrés, 10 puissance 19 degrés. Et un champ de gravitation de combien? Le trou noir à côté, c'est un petit gosse. Tu as un champ de gravitation égal à tout l'univers réuni à un endroit. Alors combien de gravitation tu as? Le din, c'est très intéressant d'après la Kabbalah, hein, c'est Tamtzitadin, c'est marqué, le Rabbi Hamital, il dit Tamtzitadin, je ne sais pas ce que ça veut dire, la réduction, le substrat du din qui est dans l'infini. Din, c'est toujours tenir, prendre. Chesed, c'est donner. La rigueur, c'est de ne pas donner. Donner que si tu mérites. C'est le din, c'est prendre. Un substrat de toutes les forces de rigueur de l'infini est venu dans un point. Comme ça il dit. C'est extraordinaire. Hein. Donc c'est le din, c'est le plus grand rigueur, c'est le champ de concentration, de universelle, la plus grosse qu'il puisse y avoir. Et là, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien, tout noir. Champ de gravitation. Tu as un soleil qui fait 10 milliards de degrés Celsius. Donc tu vois, éblouissant. Tu as des lunettes de soleil grosses comme ça normalement. Tu vois rien, tout noir. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est happée en retour. Ni ultraviolet, ni infrarouge, rien du tout. Tout est dedans. Et, dit la mystique juive, dit les scientifiques, c'est quand même la même chose. Dit la Torah, une force apparaît, dit la Torah, Elohim c'est la valeur numérique, la nature, dit que la lumière soit une force qui est lumière. Ça veut dire que quoi maintenant? Que ce din qui doit rester, ce morceau qui doit rester en lui, anormalement, il se met à grandir, à grossir. Qu'est-ce qui se passe quand il grossit? En 2 secondes. C'est environ 5 fois, faut dire, milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de secondes. À peu près ça. Dans le Big Bang. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et tout va très très vite. J'ai chez moi à la maison, il faut dire les premières. J'ai vu un article qui disait que rien que l'apparition de la lumière, déjà, ça a pris des millions d'années au Big Bang. Donc, du temps que les atomes se mettent en fonction, tout ça, ça a pris des millions d'années. Bon, il se peut. C'est pas contraire à ce que je dis. En tout cas, moi je dis que ça allait très vite parce que tu verras que ce grossissement de la boule elle est extrêmement rapide. Je vais voir les chiffres millénaires la prochaine fois. Attends, on est loin du jour là, laisse tomber. D'accord? On est en train de regarder maintenant. Et pour nous, ça va très très vite. Parce qu'on voit maintenant, tac, ça grandit. À mesure que ça grandit, le champ de gravitation va baisser. Première chose qui va s'échapper du champ de gravitation, qu'est-ce que c'est?
La lumière, particule la plus légère, les photons. Que la lumière soit, la lumière fut. Tout à tout, une explosion de lumière dans l'univers. Et toi, tu es maintenant avec les chronomètres, tu prends des notes, et tu vois comment ça éclate, ça éclate, ça éclate. On a ce qui s'appelle la soupe de particules élémentaires. Au début, il n'y avait pas des atomes, ni des quarks, c'est encore plus petit que cela, des particules élémentaires, qui sont éparpillées dans l'univers entier. On appelle ça une soupe. Et sont relativement éloignées les unes des autres, mais par le champ de gravitation, elles vont commencer à s'attirer, se mettre ensemble. Formation de quarks, particules d'atomes. Après, formation d'atomes. Après, de molécules. Après, de petites poussières. Après, de cailloux, de rochers, d'étoiles. Et comme ça, tout le monde qui est créé. Bon, on a vu déjà pas mal de choses. On reprend notre planche, on a les chronomètres, on revient ici en l'an 2005. On va à la rédaction scientifique du New York Times, on était là-bas, extraordinaire, on a des photos et tout ça, le temps. On montre, regarde ce qui s'est passé durant les 24 heures, on a pris 24 ans, on était là-bas. Durant 24 heures, ce qui s'est passé. Les scientifiques disent, mais t'es ma boule. Tu me dis ça en 24 heures. Moi, je vois aujourd'hui, avec mon télescope, ce que tu es en train de me raconter, ça a pris des milliards d'années. Ça a pris 2 milliards d'années. C'est ce qu'il disait sur la lumière. C'est ce que tu as dit. Je suis dans millions, je suis dans milliards. Parce qu'il y a eu plus. Ça sent de la Terre, on parle premier jour. Lumière, Terre. Ça a pris 2 milliards, 3 milliards d'années, ce que tu me racontes. J'étais là-bas, nos copains aussi. Ça a pris 24 heures. Qui a raison? Les deux ont raison. On parle de référentiels différents. Il est impossible que depuis la planète Terre, quand tu regardes avec ton télescope, tu aies la même référence temps que lorsque tu es en train de vivre un Big Bang. Quand tu vois le Big Bang, quand tu vis un Big Bang, on a dit que quand tu es dans un trou noir, le temps s'arrête. Là, tu as le super grand trou noir de toute l'histoire. Un champ de gravitation énorme. Après, tu as la matière qui éclate à vitesse de la lumière. Tu as tout qui éclate à 300 000 km à la seconde. La lumière, elle part à 300 000 km à la seconde. C'est impossible, complètement impossible, que le temps que tu as lorsque tu vis les éléments, tu vis les événements à l'époque, soit la même perception du temps que tu as aujourd'hui. Donc n'importe quel scientifique dans le B.A.-ba te dira, il n'y a aucun problème. Moi, quand je le dis, c'est 15 milliards d'années. Je parle d'après moi aujourd'hui sur Terre. C'est vrai. La Torah, elle n'a rien à faire de ce que les scientifiques aujourd'hui. Elle dit Dieu qui était sur place. Dieu, il parle un message de vérité. Il ne parle pas pour les hommes qui vivront en l'an 2005. Il parle, moi, Dieu, maintenant. Quand on vit le moment présent, je te raconte, ça a duré 24 heures. Vrai ou faux? Vrai, archi vrai. Il ne peut même pas avoir un autre discours parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre réalité. C'est la seule réalité du temps qu'il y a. Il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui le soleil se lève et se couche ou non? Il est immobile et c'est moi qui ai une rotation. Ça dépend de quel point de vue tu parles. Du point de vue sur la Terre, le soleil se lève et se couche. Du point de vue extérieur, quand tu regardes les deux, non, toi tu es immobile. Le soleil est immobile, c'est la Terre qui tourne. Tu as des référentiels différents, ça dépend de quel langage tu veux. Mais quand tu parles maintenant, au moment même, est-ce qu'il y a simultanément, est-ce qu'il y avait deux discours? Il y en a un seul. Celui de Dieu. Celui de la réalité de ceux qui étaient là-bas. À l'époque, il n'y avait que Dieu, il n'y avait pas d'équipe scientifique là-bas. Dieu te dit, ça a duré 24 heures. N'importe quel scientifique te dira, il n'y a aucun problème. Ça tient tout à fait la route. Parce qu'il est certain que si on prend, et figurez-vous qu'il y a un scientifique américain qui s'appelle Gerald Schroeder, dont j'ai l'article chez moi à la maison. D'habitude, je n'en parle pas dans les conférences parce qu'ils m'ont des calculs extrêmement compliqués. Moi, je ne suis pas un scientifique de formation, c'est beaucoup trop calé pour moi. Mais il prend en considération les champs de gravitation, les vitesses d'explosion de la matière, de l'éclatement de la matière dans l'univers, et il prend 15 milliards d'années, et il dit d'après le calcul, ça signifie 6 jours. Pour nous, 15 milliards d'années, sinon on était sur place, ça aurait duré 6 jours.
Et après, si on prend après l'évolution de l'époque, il dit ça fait des frissons dans le dos, ce type-là, il écrit comme ça. Quand tu prends le Cambrien, le pré-Cambrien, toutes les époques maintenant de la préhistoire, qui correspondent, il dit ça correspond même au niveau du temps, aux époques dans les 6 jours. Mais ça, je vous le dis en bakshish, c'est pas une chose que je peux aujourd'hui assurer, parce que moi-même je n'ai pas, c'est un scientifique qui dit cela. Ce que ça vaut, je ne sais pas. En tout cas, sachez que il y a un qui dit que ça revient à 6 jours. Peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est que du point de vue de la science, Einstein, la relativité générale, il n'y a aucune contradiction à dire le monde a 15 milliards d'années ou le monde a 6 jours. C'est exactement la même chose. Tout dépend de ton référentiel. La Torah sera d'accord que pour notre référentiel, c'est 15 milliards d'années. La Torah dit, je ne vois pas ton référentiel, je parle du référentiel de la création. Et la création, c'était 6 jours. Si toi, tu étais là-bas, tu aurais vécu 6 jours aussi. C'est quand que le temps de la création rejoint notre temps. En d'autres termes, c'est quand que le frère aîné qui était dans la navette spatiale, il rejoint la Terre et les deux frères sont nouveau dans le même référentiel. C'est le vendredi, 14e heure de la journée, donc 2e du jour en comptant 12 heures de la nuit, lorsque le premier homme va être créé, que commence d'après Chazal, c'est marqué dans Tosfot 11 de traité de Rosh Hashanah. Là, à ce moment-là, précisément, c'est un moment extrêmement précis dans l'histoire, au milliardième de seconde, c'est très clair quand c'était. Alors, comment le système cosmique a fonctionné? Là, on rentre dans même perception, même référentiel du temps qui est jusqu'à aujourd'hui. Quelle heure est-il? Presque moins quart. Moins quart. Reste à poser la question maintenant, que je pose, et on verra ça dans le prochain épisode. Tout cela est valable au niveau de la création du monde. 15 milliards d'années, 6 jours, ça marche. Mais qu'est-ce qu'on fait des dinosaures? Qu'est-ce qu'on fait? Dinosaures, encore on peut dire. Dinosaures ont été créés le jeudi. Le jeudi, c'est donc encore la période où le temps est différent que le nôtre, donc j'ai pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait de Lucie? Lucie, si c'est un être humain, et on a, il semblerait, on pourra encore en parler la prochaine fois, des vestiges de civilisation humaine antérieure à 6000 ans, comme il y en a qui croient, mais en fait c'est faux, d'accord? Mais admettons qu'on découvre maintenant des êtres humains datant d'il y a 300 millions d'années, comme on dit à propos de Lucie. En tout cas, même si c'était pas, on va dire si c'était un être humain, alors là ça marche plus, parce que l'être humain est créé le vendredi. Or le vendredi, on rentre maintenant dans le même référentiel que nous. Donc tu peux avoir au maximum un nanos qui a 5000, un nanos humain qui a 5765 ans, pas un jour de plus. Comment ça se fait? Ça fera l'objet d'un cours la prochaine fois. Merci beaucoup. Ok, donc nous sommes l'âge du monde numéro 4. En fait, on avait déjà, dans les derniers cours, parlé de l'âge du monde. On avait parlé après l'âge des dinosaures, après du premier homme, l'homme de Néandertal. On a prouvé que ce n'est pas notre ancêtre. Libération, en première page, annonce cela en 1997, je me souviens bien. Vous verrez, c'est dans l'âge du monde numéro 3. Là, un article apparu dans la première fois, c'est en 1998, dans la revue américaine Science, revue américaine de haut de gamme, et traduit ici dans la recherche numéro 307, mars 1998. Le journaliste qui a écrit cet article en anglais s'appelle Anne Gibbons, et l'adaptation elle est Dr Philippe Brenier. Alors le titre de l'article, l'horloge de l'évolution ne tourne pas rond. L'analyse génétique des ossements du tsar Nicolas II a surpris les scientifiques. Alors le petit encadré, pour calibrer les horloges moléculaires, les biologistes de l'évolution ont longtemps considéré que la vitesse de mutation de l'ADN est constante. L'ADN, nous avons tous en nous des molécules d'ADN, et elles mutent. Elles mutent avec une vitesse constante. Une mutation tous les, on verra, combien de centaines d'années. Or, il s'avère que leur outil de choix, l'ADN des organites cellulaires qui sont les mitochondries. Dans les cellules, vous avez des petits ronds comme ça qui s'appellent les mitochondries. Dans chaque cellule vivante, il y en a une.
Et dans les mitochondries, tu as aussi des molécules d'ADN. On appelle cela l'ADN mitochondrial. Pourrait muter beaucoup plus vite que qu'on ne le pensait. Ce qui impose de nouvelles normes pour une analyse médico-légale et soulève des questions troublantes sur la datation de l'évolution. Alors je vous cite quelques parties de l'article comme ça, puis j'expliquerai un peu je ne vais pas tout lire quand c'est un peu long. Depuis que leur séquence a été décryptée en 1981, les petits anneaux que forme l'ADN des mitochondries sont devenus l'outil de choix des études médico-légales et des travaux sur l'évolution. Donc, pour dater l'évolution, ou pour savoir maintenant quelle est l'identité d'une personne. Je veux savoir, j'ai des ossements maintenant, un morceau de chair de quelqu'un qui a été tué. Je veux savoir maintenant qui il est. On n'a pas de traces. On peut avoir maintenant ces empreintes digitales, mais nous on n'a pas dans nos fichiers toutes les empreintes digitales de tous les êtres humains qu'il y a sur Terre. Donc on ne sait pas qui il est. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever un peu de son ADN et on va comparer avec sa famille. Donc on peut savoir maintenant si c'est quelqu'un qui est même de la même famille ou pas. Donc on peut comme ça définir l'identité de personnes non identifiées mortes. À la différence de l'ADN du noyau cellulaire, qu'on appelle l'ADN nucléaire, qui provient à la fois de l'ovule et du spermatozoïde, l'ADN mitochondrial d'un individu provient uniquement de l'ovule, uniquement de la mère. On a deux sortes d'ADN, l'ADN du noyau, qui provient des deux, du papa et de la maman, et l'ADN mitochondrial, qui vient uniquement de la mère. Il permet ainsi de remonter la généalogie maternelle sans les difficultés liées au mélange des deux parents. Parce que j'ai des gènes de parents, ça complique. Je dois prendre en considération les gènes du père, les gènes de la mère. Là, j'ai les gènes de la mère, comme la mère, sur une centaine d'années, donc c'est extrêmement pratique. De plus, les mitochondries sont en fonction de l'énergie cellulaire. Chaque cellule contient des gènes. Et donc beaucoup plus facile, beaucoup plus facile de récupérer l'ADN mitochondrial que c'est un outil de il y a il est plus d'ADN était occupé dans certains cas par un cytosine et dans les autres dans les autres par un thymine. Il aurait dû avoir une seule sorte d'ADN et voici qu'il a deux sortes, du cytosine et du thymine, ce qui n'est pas normal. Or, on ne retrouvait que la thymine chez les lointains cousins du tsar. Et cette discordance a relancé la controverse sur l'authenticité des squelettes. Vu qu'on trouve maintenant la cytosine que chez les cousins très éloignés du tsar, mais dans sa proche famille il n'y en a pas, donc on déduit que ce squelette n'est pas celui du tsar. Comment ça fait qu'il y a de la cytosine alors qu'il ne doit pas en avoir? Donc ce squelette n'est pas celui du tsar, Nicolas II. Finalement, la question posée par les ossements de Nicolas II est tombée d'elle-même après l'exhumation, puis l'analyse de l'ADN des restes de son frère, Georges Romanov, grand-duc de Russie. On a détecté, on a exhumé les ossements de son frère, et on va analyser l'ADN de son frère. Comme le tsar, le duc avait hérité de sa mère deux séquences d'ADN différentes. C'est ce qu'on appelle l'hétéroplasmie. Le tsar et son frère ont un truc bizarre, ils ont deux ADN, et de la cytosine et de la thymine. Cette hétéroplasmie était connue chez les mammifères depuis 10 ans. Elle n'avait pas encore été décrite chez l'homme dans cette partie non codante de l'ADN. Donc on découvre qu'aussi chez l'homme, on peut trouver un double ADN. La solution du mystère des restes des Romanov soulevait une question nouvelle qui a d'abord perturbé les experts de médecine légale et aujourd'hui les spécialistes de l'évolution. Quelle est la fréquence d'apparition de cette hétéroplasmie? Dans quelle mesure on peut trouver chez des gens, quelle est la fréquence de trouver chez des gens deux molécules d'ADN? C'est pas normal, on en a une seule. C'est quoi cette hétéroplasmie? Quelque chose qui est assez bizarre. On se met à rechercher. En fait, plusieurs études récentes laissent penser que l'hétéroplasmie pourrait être fréquente. Ces travaux ont montré qu'elle s'observe chez au moins 10% et probablement 20% des êtres humains. Donc l'hétéroplasmie, elle est courante. Que tu as deux sortes d'ADN dans ton ADN mitochondrial,
c'est une chose qui est relativement courante, 10 à 20% de la population. Et comme l'hétéroplasmie est due à des mutations, son incidence étonnamment élevée suggère que l'ADN mute beaucoup plus souvent qu'on ne le pensait jusqu'alors, peut-être 20 fois plus vite. Quand tu as des hétéroplasmies, il y a ici une mutation. Ta mère en avait un, toi tu en as deux. Il y a ici une mutation. Après, avec le temps, tu vas en perdre la première, il te reste que la deuxième. Ici, une mutation. On est en train de vivre une mutation d'ADN. Or, si on trouve des hétéroplasmies chez un grand pourcentage de la population, donc ça prouve qu'il y a beaucoup de mutations, plus qu'on se croyait, environ 20 fois plus vite. Ça pourrait aussi compliquer la vie des scientifiques qui travaillent sur l'évolution et pour qui le taux de mutation de l'ADN est l'horloge permettant de dater des événements clés, comme le début de la dispersion des ancêtres des hommes autour du monde. Nous pouvons calculer les ancêtres. On trouve Néandertal, on trouve Cro-Magnon, on trouve Piltdown, toutes sortes d'hommes, des ancêtres, Lucie. On prend un peu d'ADN et grâce à l'ADN mitochondrial, on peut calculer maintenant par le nombre de mutations qu'il y a entre nous et eux, il y a combien de temps ils ont vécu. Parce qu'on sait les mutations, elles ont lieu tous les combien de temps. Cet ADN paraissait constituer un système génétique relativement simple. Les chercheurs comparaient la même séquence d'ADN chez différents groupes humains et comptaient les différences. En faisant l'hypothèse d'un taux de mutation constant, ils pouvaient calculer depuis combien de temps ces populations avaient divergé. Je prends deux populations qui ont un ADN différent. On va dire qu'ils ont 10 différences dans leur code d'ADN. Donc je déduis qu'il y a 10 mutations. Donc je remonte, je sais c'est combien de temps prend une mutation. Il va dire que ça prend environ 12 000 ans. Donc je sais que leur ancêtre, il y a eu 10 mutations, il datait d'il y a 10 fois 12 000 ans, donc d'il y a 120 000 ans. Je peux calculer maintenant quel est l'âge du premier homme en fait. Ou s'il y a maintenant deux populations, quel est leur ancêtre commun. Je peux, grâce aux mutations d'ADN, calculer l'âge d'un ossement. C'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? On remarque maintenant que les mutations vont plus vite, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'hétéroplasmies, donc beaucoup plus de mutations que ce qu'on croyait. Pour les hommes, explique Mark Stoneking, spécialiste d'anthropologie moléculaire en Pennsylvania State University Park, on aboutit ainsi à un taux d'environ une mutation tous les 300 à 600 générations, soit une tous les 6 000 à 12 000 ans. Le chiffre qu'on croyait être la mutation normale était une tous les 12 000 ans. Je ne vais pas vous trop enquiquiner avec cela, on avance rapidement. Normalement, jusqu'à aujourd'hui, avant cette découverte-là, on savait qu'une mutation avait lieu tous les 6 000, 12 000 ans. Ainsi, après avoir travaillé sur l'ADN du tsar, personne a eu la surprise de découvrir que l'hétéroplasmie était plus fréquente que prévu dans les familles des soldats disparus. Avec ses collègues des États-Unis et d'Angleterre, il a entrepris une étude systématique de l'ADN des familles des soldats ainsi que des familles britanniques ou appartenant à la secte Amish. Donc on commence à faire, on a vu que chez le tsar avait une chose bizarre, il y avait beaucoup d'hétéroplasmie, 2 cas, lui et son frère. On commence à analyser maintenant tout ce qu'on connaît. Alors on prend des cas systématiques de familles, de groupements humains, on va regarder combien il y a d'hétéroplasmie, donc combien il y a de mutations. D'après les études sur l'évolution, il s'attendait à un taux d'une mutation tous les 600 générations ou tous les 12 000 ans. On prend une génération, ça fait 20 ans, donc ça revient à 12 000 ans, une mutation. C'est pourquoi ils ont été stupéfaits, entre guillemets, dans l'article, de découvrir 10 changements d'une paire de bases, soit un taux d'une mutation pour 40 générations ou pour 800 ans. On passe de 12 000 ans par mutation à 800 ans par mutation. De son côté, l'équipe de Howell, un deuxième, est arrivée indépendamment à une conclusion similaire. Déjà 2 études. Les scientifiques ont regroupé leurs données avec celles de quelques autres travaux faisant apparaître une hétéroplasmie dans l'espoir d'aboutir à une estimation plus précise de la vitesse globale de mutation. Selon Stoneking et Gilles Einstein, on aboutit ainsi à un rythme de mutation tous les 1200 ans. Si on prend tous les travaux de tous les gens qui ont travaillé là-dessus dans le monde, on arrive à une moyenne d'une mutation tous les 1200 ans, donc nettement plus rapide que celui d'une tous les 6 000 à 12 000 ans, auquel concluent les travaux sur l'évolution. Quelle que soit la conclusion de tout ce que je viens de dire maintenant. Dans l'article, donc, c'est pas des religieux qui parlent, la recherche numéro 307, mars 1998, une revue tout à fait sérieuse, scientifique, qui elle-même reprend un article de Science en Amérique, c'est pas des religieux qu'on a achetés. Hein, ce sont des revues scientifiques de génétique tout à fait sérieuses. Quelle que soit la cause possible d'un rythme de mutation plus rapide, les spécialistes de l'évolution se posent surtout des questions sur ses conséquences.
Ils ont par exemple calculé que l'Ève mitochondriale, la femme dont l'ADN serait l'ancêtre de celui de tous les humains, vivait en Afrique il y a quelques 100 000 à 200 000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que notre Ève mitochondriale, donc notre mère à tous d'après, si on prend maintenant tous les groupements humains et on prend toutes les mutations, on peut remonter à l'origine, celui qui était notre origine, le premier être humain, l'Ève mitochondriale, vivait il y a 100 000 à 200 000 ans en Afrique. Avec la nouvelle horloge, elle aurait à peine 6 000 ans. Et blanc, en bon français, dans le baba. C'est pas des religieux. Ce sont des scientifiques de l'évolution qui calculent l'ADN mitochondrial. Plusieurs groupements, études systématiques. Donc je vous réfère à la recherche numéro 307 mars 1998. Ensuite, on sait encore deux petits points. Je voulais vous citer Charles Darwin lui-même. Je l'ai cité cela oralement la dernière fois, mais ici la source écrite lui-même par lui-même. Charles Darwin écrit à son époque, donc c'était vers 1859, 1860 qu'a sorti, que Charles Darwin a sorti son théorie sur l'évolution. Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil. Comme je l'ai dit rapidement la dernière fois, on peut concevoir qu'une fonction primaire, telle que la nutrition ou le rejet des déchets, elle, et encore, il faudrait, en poussant beaucoup, d'accord, on pourra encore comprendre difficilement qu'elle arrive avec le temps à se performer, arriver à notre tube digestif, à le système digestif que nous avons aujourd'hui. Mais comment expliquer le don de la vue? Comme une cellule qui ne voit pas, elle fait après un mollusque, un invertébré, après il y a un vertébré, après il y a je ne sais pas quoi, et un beau jour, tac, t'as un œil qui sort. Question toute de bête. Charles Darwin, donc le tenant de cette théorie, nous dit, je reconnais au possible, il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil. Le Rav Shach, il disait, prenez un œil, mettez-le sur la table. Il voit. C'est quoi l'œil? Rien. L'objectif d'un appareil photo, cristallin, un morceau de verre. De la gélatine. Il voit. Qui voit? Neshama. Enfin, ça il répétait ça sans cesse. Les élèves ont lu, c'est devenu presque ridicule. Chaque discussion, chaque chiot qui donne à ses élèves, prenez un œil, mettez-le sur une table. Est-ce qu'il voit? Tout bête. Darwin comprend comment tout à coup un mollusque va développer le don de la vue. Autre parole de Charles Darwin. Bien que les recherches géologiques aient incontestablement révélé l'existence passée d'un grand nombre de chaînons qui ont déjà rapproché les unes des autres bien des formes de vie, elles ne présentent cependant pas entre les espèces actuelles et les espèces passées toutes les gradations infinies et insensibles que réclame ma théorie. Il manque. Tu as le serpent, tu as l'oiseau, où sont les chaînons manquants? Il faudrait toutes les parties manquantes, toutes les gradations infinies et insensibles que réclame ma théorie. Et c'est là, sans contredit, l'objection la plus sérieuse qu'on puisse lui opposer. Comme expliqué la dernière fois, aujourd'hui, il manque plus de chaînons manquants. On va trouver plus d'espèces. Donc, pour chaque espèce, il faut encore plus de chaînons manquants qui y amènent. Donc, l'objection à Darwin est encore plus puissante. Et je finirai avec une dernière chose. C'est le colacanthe. Le colacanthe, voici la photo de ce fossile. Un fossile d'une sorte de poisson qui est, d'après les évolutionnistes, l'origine des vertébrés. On a d'abord les invertébrés, les pieuvres, les sèches, puis un beau jour, il commence à avoir des vertèbres. D'accord? C'est une sorte de poisson qui a l'origine des vertébrés, qui après le poisson il est sorti, il est devenu, je sais pas, une tortue, la tortue est devenue un singe, la singe est devenue un bœuf, le bœuf est devenu un être humain. C'est ça un peu en rigolant, d'accord? En tout cas, c'est l'origine des vertébrés. Regardez, reconnaissez-vous votre ancêtre. Le colacanthe, qui a disparu il y a 60 millions d'années. L'ancêtre commun de tous les vertébrés est, selon les darwiniens, le colacanthe, ce poisson dont on ne connaissait que des fossiles, s'est éteint il y a 60 millions d'années.
Cette extinction prévue par le darwinisme, l'animal qui va subir une mutation favorable transmet son gène avantageux à toute l'espèce. Il a en effet un léger avantage de survie de fécondité. La théorie indique que ses descendants ont, grâce à cet avantage, totalement remplacé l'ancienne espèce. Espèce éteinte. Ce raisonnement est pourtant faux. En 1938, un colacanthe a été pêché dans les Comores. L'extinction prévue par le darwinisme ne s'est pas produite. Malheureusement, le poisson était empaillé et grande partie de sa carcasse fut jetée. Il fallut attendre de nombreuses années avant qu'un exemplaire vivant ne soit examiné. Ce poisson s'appelle aussi le latimaria, en hommage à Madame Courtenay-Latimer, directrice du musée sud-africain où on apporta le premier colacanthe. Le colacanthe vivant, voici sa photo. Messieurs, il est bien vivant. 60 millions d'années qu'il a été éteint, dit les darwinismes. Dans le baba, numéro 2. Enfin, on allait pouvoir vérifier les hypothèses sur ce poisson. Ses parties dures, celles retrouvées dans les fossiles, semblaient intermédiaires entre les poissons et les premiers vertébrés terrestres, les amphibiens. Tout correspondait, forme du crâne, de la mâchoire, os des nageoires. Hein? Les paléontologues regardent les fossiles, tac, il y a un petit détail, c'est bon, ça y est, on commence à construire des gratte-ciel là-dessus. Les naturalistes très excités ont pu enfin examiner ces parties molles. Barbara Stahl écrit à propos de l'événement. Le colacanthe moderne ne montre aucune trace d'organes internes préadaptés pour l'usage d'un environnement terrestre. L'excroissance de l'intestin qui sert de poumon chez les animaux terrestres est présente, mais à l'état rudimentaire chez l'Latimaria. La veine qui draine sa paroi ramène le sang non pas au côté gauche du cœur, comme chez l'homme, comme chez tous les tétrapodes, mais au sinus venosus dans le dos du cœur, comme chez tous les ostéstriens, de manière directe ou indirecte, la brioute, à l'exception des dipneustes. Bon. Le cœur est typiquement caractéristique des poissons par son absence de division entre côté gauche et côté droit, et l'intestin avec sa valvule spiralée est d'un type commun à tous les poissons excepté les raies les plus avancées. En 2 mots, rien de tout ce qu'on avait mégoté et supposé et hypothisé, d'accord, sur les fossiles du colacanthe. On a un bien vivant, et de nouveau on revient à la question, où sont les chaînons manquants? Comment tu passes de invertébré à vertébré? Idem pour le nautile. Le nautile, le voici. Vous connaissez ce genre de fossile très très connu, une sorte de mollusque comme ça qui vit dans sa coquille. Comme le colacanthe, le nautile est un fossile vivant. C'est un mollusque céphalopode. Il appartient donc à la même classe que les pieuvres, calmars et sèches. Pour expliquer leur évolution, on fait appel à un hypothétique ancêtre qui veille il y a 5770 millions d'années. Il a eu 2 descendances, le nautile, fossile le plus ancien, 500 millions d'années, et le Micheloniceras, aujourd'hui disparu. Ce dernier est l'ancêtre avec beaucoup d'intermédiaires, Belemite, Belocephia, Belomtutus, Pilosrostra, Conotutus, etc., des sèches octopus et des calmars actuels. Ces animaux seraient apparus il y a 60 à 25 millions d'années. Et normalement, ce nautile aurait dû disparaître. Il y a là une incohérence. On imagine mal comment d'un côté le nautile continue à être, il reste le même, et de l'autre côté il a donné une évolution. Décide où tu évolues, ou tu restes le même. C'est pas possible que d'une même espèce, il y en a qui restent, il y en a qui changent. De nouveau, une objection, et il y en a beaucoup plus, messieurs, à la théorie de l'évolution. C'est pas évolution, il y a création. On peut admettre qu'il y a une évolution, parce que la Torah elle parle aussi dans les 6 jours de création d'une évolution. D'abord, il y a eu création des poissons, des oiseaux, après des animaux, après de l'homme. Il y a une évolution aussi. Mais on ne parle pas d'une évolution qui s'est faite comme ça par hasard. Un enzyme rencontre un enzyme, et un beau jour, hop, ça crée au cours de milliards d'années l'être humain. On en parlera dans un prochain cours peut-être des calculs statistiques qui montrent que c'est complètement impossible qu'une molécule d'ADN se forme comme ça. On aimera les chiffres la prochaine fois. Mais en tout cas, s'il n'y a pas évolution par hasard, il y a donc création. Et s'il y a création, il y a créateur. Comme dit le professeur Sermonti, c'est un grand professeur à l'université de Pérouse, il dit, le problème avec la théorie de l'évolution, c'est pas qu'elle est puissante au niveau scientifique, il n'y a pas de preuve, c'est une théorie, ça n'a pas été prouvé, c'est une théorie. Le problème, c'est qu'elle est fortement ancrée, fortement ancrée dans nos consciences. Dire que je parle aux états du hasard et dire qu'il y a un créateur, ça m'enquiquine. C'est très dur à accepter. Or, messieurs, aujourd'hui, la science avance. Baruch Hashem à grands pas. Nous sommes pour l'avance de la science, parce que
Plus on est ignare, plus on peut dire des hypothèses idiotes, du genre on a été créé par hasard. La science avance, elle dit aujourd'hui très clairement, il est impossible, souligne, impossible de dire qu'il n'y a pas un créateur dans ce monde. Je voulais à cet égard un article écrit par Trinh Xuan Tuan. C'est un astrophysicien français, mais d'origine vietnamienne, comme son nom l'indique. Astrophysicien, professeur d'astronomie à l'Université de Virginie, auteur de Mélodies secrètes, édition Fayard, édition Gallimard, un astrophysicien, édition Beauchesne-Fayard, dessin de lumière de Big Bang après, découverte Gallimard. Donc on parle des plus illustres maisons d'édition de livres. C'est pas les romans fleuves. On parle Gallimard, Fayard, d'accord. C'est un homme, pour ceux qui connaissent le domaine de l'astronomie, c'est un des grands noms aujourd'hui en France de l'astrophysique. L'univers est réglé avec une précision extraordinaire. Il suffirait qu'une des constantes qui le régissent soit modifiée dans des proportions infinitésimales pour qu'il soit vidé de conscience et de vie. Il est impossible de recréer le Big Bang en laboratoire. Pour obtenir les températures requises, des accélérateurs de particules s'étendant jusqu'à la prochaine étoile seraient nécessaires. Mais grâce à l'informatique, nous pouvons créer des univers jouets. Il suffit pour cela d'introduire les 4 forces physiques qui contrôlent tous les phénomènes, la force gravitationnelle, qui est en quelque sorte la colle de l'univers, la force électromagnétique, colle de l'atome, les 2 forces nucléaires, à savoir la force forte qui tient ensemble les protons et les neutrons, la force faible responsable de la radioactivité. Nous devons en plus introduire une quinzaine de nombres qu'on appelle les constantes physiques, la vitesse de la lumière, la masse du proton, celle de l'électron par exemple. Et là on commence à faire les calculs. On remarque une coïncidence extraordinaire. L'électron a une charge, des choses simples que n'importe quel enfant qui a été en 5e année sait. L'électron a une charge négative, le proton a une charge positive. Comme vous le savez, l'atome est composé de 3 éléments. Dans le noyau, tu as des neutrons de charge électrique neutre, des protons de charge électrique positive, et des électrons qui tournent autour bien loin de charge négative. Or, bien que le proton soit près de 2000 fois plus massif que l'électron, le proton et l'électron, un est positif, l'autre est négatif. Le proton, il est dans le noyau, il est 2000 fois plus massif, il a une masse, il est plus gros, il est plus grand que l'électron, près de 2000 fois. Leurs charges sont rigoureusement égales pour une raison que nul ne connaît. Prenons un exemple. Je prends Johan. Johan, quel âge? 16 ans. 16 ans. Tu es jeune. Bon, Baruch haba, bienvenue. Johan, excuse-moi, quelle hauteur tu mesures environ? 1,80. 1,80. Combien tu pèses environ? Environ. Ouais, 90. 90 kilos. 1m80, 90 kilos. Ok? Maintenant, ça on va l'appeler le vrai Johan. Imaginons maintenant Johan miniature. Mini Johan, qui serait 2000 fois plus petit. Donc s'il fait 1m80, 2000 fois plus petit, combien ça fait, messieurs? Hein? 0,09. Faux. 0,9 mm. Hein? Vous ferez le calcul vous-même, d'accord? 0,9 mm. Ça veut dire 1 mm, un peu moins. 0,9. Johan miniature. Combien pèse Johan miniature? Johan nature pèse 80 kg environ. Donc maintenant, Johan miniature qui est 2000 fois plus petit, normalement il va peser environ 2000 fois moins. Imaginez-vous qu'il pèse exactement le même poids. Bizarre. Bon, ça peut arriver. Mais qu'il soit exactement le même, c'est quand même très très bizarre. On parle de 2 éléments complètement différents. Le proton, il est près de 2000 fois plus massif que l'électron. Et pour une raison, un hasard que nul ne connaît, ils ont la charge électrique rigoureusement égale. C'est qu'ils n'ont pas une différence de 0,00000001. Ils n'ont aucune différence. Exactement la même charge électrique. Si la charge électrique du proton et celle de l'électron différaient seulement d'un milliardième de milliardième, il exagère ici. Il aurait dû marquer milliardième de milliardième de milliardième jusqu'à l'infini. Tout exploserait, la Terre, le Soleil, les étoiles. Tout est formé d'atomes.
pour que l'atome tienne, il faut qu'il y ait une charge électrique rigoureusement la même dans le proton et dans l'électron. Si c'est différent d'un milliardième, de milliardième à l'infini, plus d'atomes, plus de monde, bye bye. Pour une raison que nul ne connaît, par un fortuit hasard, rigoureusement la même charge électrique. De même, continue-t-il, le réglage de la densité de matière dans l'univers est d'une précision extrême. Le réglage de densité de matière dans l'univers est d'une précision extrême. Je dois peut-être expliquer cela un peu mieux. La théorie actuelle sur la création du monde qui rejoint la Torah, voire pour la Ramban, et Rabbi Chaim Vital, Ramban sur Bereshit, Rabbi Chaim Vital, peut-être que je citerai une fois une de ses lettres ici, devant les caméras, disent qu'au début il y avait toute la matière réunie dans un petit rien du tout, et cela explose, Big Bang. Et peu à peu se forment les parties basiques du monde. On a au début ce qu'on appelle la soupe de particules élémentaires. On a dans l'univers partout des particules qui ne sont même pas encore des quarks, même pas des particules de particules d'atomes, des particules élémentaires. Et il y a une soupe. Qu'est-ce qui se passe? La première force des 4 forces de la nature, qui est la force de gravitation, va faire en sorte que les particules s'attirent. Elles vont s'attirer, elles vont faire des quarks, après des particules d'atomes, après des atomes, après des molécules, après des poussières, après des cailloux, après des rochers, après des étoiles, et après des soleils. Donc il y a des grumeaux, formation de grumeaux, au cours de millions d'années, comme ça qui attirent vers eux la matière, et ça crée les étoiles, et ça crée le monde que nous connaissons. Maintenant, il fallait qu'il y ait un réglage de densité dans ces particules élémentaires. Parce que s'il y avait trop de particules élémentaires pour pas assez de volume dans le monde, c'est que le monde fait 15 milliards d'années, si on avait moins, pour le même nombre de particules élémentaires, donc tu aurais une sorte de soupe de particules élémentaires extrêmement épaisse. Donc qu'est-ce qui serait passé? Rapidement, les particules, elles se rapprochent, et tu aurais ce qu'il appelle, il va te le dire tout de suite, un big crunch. Le monde, il a eu explosion, puis après, boum, implosion. Plus rien. Si au contraire, tu ne mets pas assez de particules élémentaires pour trop de volume, tu as une soupe extrêmement liquide, beaucoup trop éthérée. Donc chaque molécule, chaque particule aurait été beaucoup trop éloignée de l'autre pour s'attirer par la force de gravitation. Donc on serait resté à l'état de soupe élémentaire pour l'éternité. Comme ça, sans rien du tout. Il fallait qu'il y ait un réglage très précis entre le volume et la densité, la quantité des particules élémentaires pour le volume donné. Un réglage de quelle précision? Regardez bien. Le réglage de la densité de matière dans l'univers est d'une précision extrême, comparable à celle qu'il faudrait à un archer pour planter une flèche dans une cible de 1 cm² de côté. Tu prends quel fait de tir à l'arc ici dans sa vie? Tu en as fait un peu? Très bien. Tu tires à l'arc maintenant, tu as des flèches, hop, tu mets une cible de 1 cm² de côté. Combien tu as de chances de mettre du premier coup dedans? Une chance sur, on va dire, sur 1000. Donc tu tires 1000 fois, une fois il y aura dedans. Mais à quelle distance tu as mis la cible? Si tu la mets devant l'arc, c'est pas un problème. 50 mètres. 50 mètres! C'est loin 50 mètres. 50 mètres, tu tires bien, sur 1000 flèches, il y en a une qui sera dedans. Très bien. Je double la distance, 100 mètres. 2000 flèches. Je double la distance, je quadruple. La cible, elle est à 200 mètres. 1 cm² de côté. Combien de flèches? 4000. Je mets maintenant la cible. On est ici à Gramoth. Je la mets au centre-ville de Jérusalem. 1 cm². On est ici à 8 km. 1 cm² de côté. Hein? 10 000. C'est gentil. C'est 10 000 flèches touchées 1 cm² de côté qui est à Ben Yehuda. Faut être un très bon tireur. Bon, je mets la cible à Paris. Je suis ici à Yerushalayim. Impossible, pas impossible. 1 million, 1 milliard, je tire. Un beau jour, ça va bien tomber dessus. Des milliards. Je mets maintenant la cible sur la Lune.
1 cm d'eau, c'est sur la Lune là. Tu tires. Combien de flèches tu vas tirer? Ta vie et la vie de tes ancêtres, de descendants, toute ta vie, des millions de milliards. Messieurs, écoutez bien. D'une précision extrême, comparable à celle qu'il faudrait à un archer, pour planter une flèche dans une cible de 1 cm de côté qui serait placée de l'autre côté de l'univers à 15 milliards d'années-lumière. Tu vas pas de nous ici à l'autre bout de l'univers, tu vas d'un bout à l'autre bout. 15 milliards d'années-lumière. Tu as 1 cm de côté, tu tires ta flèche et tu mets dedans. Combien de chance tu avais? Une chance sûre? Milliards de milliards. Tu finiras pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ça, messieurs, c'est rien que la précision du réglage de densité entre le volume et le nombre de particules élémentaires. C'est un détail de notre création. Vas-y maintenant pour ce qu'il a dit auparavant. Par hasard, tu as le proton et l'électron qui ont la même charge. Conclusion de notre astro... Je vous lis peut-être la suite de l'article. Il explique ce que je viens de dire ici oralement. Si la densité est plus importante, des galaxies, au lieu de s'éloigner les unes des autres, se rapprocheraient, le Big Bang deviendrait un Big Crunch. Tout s'effondrerait au bout d'une année, d'un siècle, ou peut-être d'1 million d'années. Ce serait un temps trop court pour que la vie et la conscience, la complexité puissent émerger. En revanche, avec une densité de l'univers moins importante, la gravité serait trop faible pour que les étoiles et les galaxies puissent se former. À partir de ces constatations, deux attitudes sont possibles. On peut estimer qu'un tel réglage est le fruit du hasard et postuler une infinité d'univers parallèles, ce que permet la mécanique quantique. C'est pas une mécanique quantique, c'est une partie, c'est un avis très très marginal dans la mécanique quantique, c'est Hawkins, qui va dire qu'il y a des mondes parallèles. Autant de mondes qu'il y a ici de détails. Tu as un monde comme le nôtre, mais où ma lunette est verte. Un autre où elle est rouge. Un autre où ce cahier il est comme ça. Tu as une infinité de mondes parallèles, comme le nôtre, qui sont comme le nôtre, mais avec un détail qui change. Le nombre qu'il faudra. Et nous, on a un monde parmi tous ces milliards de mondes. Milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de mondes. Bon, théorie. On peut à l'inverse penser qu'il n'y a qu'un seul univers. Ce qui semble plus logique. Mais alors, face à un réglage aussi précis, cela amène à postuler l'existence d'un grand architecte. La science ne peut pas choisir entre ces deux hypothèses. Il s'agit là d'un choix personnel et non plus d'une démonstration scientifique. En deux mots, la science hurle. Il y a un créateur à ce monde-là. Il faut aller se tordre l'esprit et dire, non, tu as des mondes parallèles, autant de détails possibles. Tu avais une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards que ce soit comme ça, tu as des milliards de milliards de milliards d'autres mondes qui ont avorté, qui n'ont pas été, ou qui sont comme d'autres, mais un peu différents. Mais s'il n'y a qu'un seul monde, messieurs, ça postule l'existence d'un grand architecte. C'est beaucoup trop précis. C'est pas un religieux, Trim Tsuan Tuan. C'est pas un rabbin. Astrophysicien. Donc, qu'est-ce que nous dit aujourd'hui la science? Il y a un créateur. Alors, on vous remercie de votre attention et la suite prochain numéro dans quelques petites choses à vous raconter encore.